Le marché de l'or vient de recevoir un signal que très peu d'analystes ont vraiment compris. Pas un crack. Pas une guerre des devises classiques. Quelque chose de bien plus silencieux et potentiellement bien plus puissant. La Chine vient d'annoncer des restrictions sur certaines transactions liées à l'or. Et dans les salles de trading de Londres, à New York, quelque chose a changé dans l'air. Pas une panique visible. Plutôt ce silence particulier qui précède les grandes reconfigurations de marché. Celui que les investisseurs expérimentés reconnaissent immédiatement. Alors la vraie question, celle que personne ne pose vraiment encore, c'est celle-ci. Si le plus grand acheteur d'or de la planète commence à modifier ses règles du jeu, qu'est-ce que ça dit sur ce que les marchés ne voient pas encore? Parce que voilà ce qu'on ne vous dit pas d'emblée. Ce n'est pas le mouvement lui-même qui compte, c'est ce qu'il révèle sur la mécanique souterraine qui se met en place depuis des mois. Et ça change absolument tout pour votre portefeuille, pour les marchés obligataires, pour le dollar et pour l'or lui-même. Prenons le temps de déconstruire ça correctement. La Chine est, depuis plusieurs années, le premier producteur mondial d'or, et simultanément, l'un des plus grands accumulateurs de réserves en métal physique. Sa banque centrale a acheté de l'or de manière quasi ininterrompue pendant des trimestres entiers. Ça, vous le saviez peut-être. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est la structure interne du marché aurifère chinois, qui est fondamentalement différente du marché occidental. En Chine, le Shanghai Gold Exchange est la plateforme centrale. Les banques commerciales chinoises autorisées jouent un rôle d'intermédiaire crucial. Et le gouvernement contrôle les flux d'importation et d'exportation d'or de manière très directe via des quotas et des licences. Ce n'est pas un marché libre au sens occidental du terme. C'est un marché structuré, piloté et stratégique. Donc quand Pékin touche aux règles de trading de l'or, même partiellement, même temporairement, ce n'est jamais anodin. C'est une décision qui s'inscrit dans une logique macro bien plus large, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Revenons quelques mois en arrière pour bien comprendre le contexte. Depuis que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont repris de l'intensité, les deux économies jouent une partition de plus en plus dissonante. Les tarifs douaniers, les restrictions sur les semi-conducteurs, les pressions sur les chaînes d'approvisionnement, tout cela a créé un environnement où chaque décision économique majeure de Pékin est désormais lue à travers le prisme de la rivalité stratégique. Mais voilà l'erreur que font la plupart des commentateurs. Ils lisent ça politiquement, alors qu'il faut le lire financièrement. Quand la Chine réduit ou encadre ses transactions aurifères, il y a 3 effets mécaniques immédiats sur les marchés mondiaux. Le premier, c'est la liquidité. L'or est un marché mondial, mais la demande physique chinoise en est un pilier fondamental. Toute modification des flux chinois affecte directement le bid-ask spread sur les marchés spot. Le deuxième effet, c'est la signalisation. Les banques centrales du monde entier regardent ce que fait la PBOC, la Banque populaire de Chine. Si Pékin ralentit ou restructure ses achats d'or, d'autres banques centrales commencent à recalibrer leur propre stratégie de réserve. Et le troisième effet, le plus sous-estimé, c'est l'impact sur le dollar. Parce que l'or et le dollar ont une relation inversée, vous le savez. Mais ce que peu d'analystes soulignent, c'est que les mouvements de la Chine sur l'or sont aussi indirectement des mouvements sur le dollar. Chaque once achetée par Pékin, en dehors du système dollar, c'est une réduction marginale de la dépendance au billet vert. Et dans le contexte actuel où la dédollarisation n'est plus un concept théorique, mais une tendance documentée et mesurable, ça prend une dimension radicalement différente. Maintenant, parlons des chiffres réels, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment saisissante. Le prix de l'or a atteint des niveaux historiques ces derniers mois. On a dépassé les 2400 $ l'once, puis les 2500, dans un contexte où théoriquement, les taux d'intérêt élevés auraient dû peser sur le métal. Rappelons que l'or ne verse aucun dividende, aucun coupon. En théorie, quand les taux montent, le coût d'opportunité de détenir de l'or monte aussi, et son prix devrait baisser. C'est ce que disent les manuels. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ça devrait vous alerter. Pourquoi l'or a-t-il ignoré la gravité des taux? Parce que la demande des banques centrales, Chine en tête, a absorbé la pression vendeuse des marchés occidentaux. Les ETF or ont vu des sorties significatives côté occidental, pendant que les banques centrales des pays émergents achetèrent à un rythme historiquement élevé. C'est une bifurcation extraordinaire. D'un côté, l'investisseur retail occidental qui vend. De l'autre, les institutions souveraines qui accumulent massivement. Et maintenant, ce moteur majeur de soutien des prix envoie un signal ambigu. C'est là que vous devez vous poser une question honnête. Est-ce que ce mouvement chinois est un frein temporaire lié à des contraintes domestiques, comme la gestion de la liquidité intérieure ou le contrôle du yuan? Ou est-ce le début d'un repositionnement stratégique plus profond? Parce que les deux scénarios ont des implications radicalement opposées pour votre allocation d'actifs. Si c'est temporaire, l'or peut connaître une correction technique de court terme avant de reprendre sa tendance haussière structurelle.
Les mains faibles sortent, les mains fortes accumulent à meilleur prix. C'est un setup que les traders sur matières premières connaissent bien. Si c'est stratégique, c'est-à-dire si Pékin décide de réorienter ses réserves vers d'autres actifs, vers des matières premières industrielles, vers des obligations de pays partenaires ou vers des accords bilatéraux en devise locale, alors le marché de l'or perd l'un de ses soutiens structurels les plus puissants. Et là, la dynamique de prix devient bien plus incertaine. Ce que les smart monnaies regardent en ce moment, c'est pas le prix spot de l'or, c'est le différentiel entre le prix à Shanghai et le prix à Londres. C'est le niveau des importations chinoises de métal physique mois après mois. Et c'est la corrélation entre les mouvements du yuan et les achats d'or de la PBOC. Ces trois indicateurs ensemble donnent une image bien plus précise de ce qui se passe réellement. D'ailleurs, si ce type d'analyse vous intéresse, si vous voulez qu'on continue à décoder les signaux que les marchés envoient avant que tout le monde les comprenne, abonnez-vous maintenant. Parce que ce genre de contenu, on ne le trouve pas facilement. Revenons au cœur du sujet, parce qu'il y a un angle que pratiquement personne ne mentionne. L'un des effets les plus importants d'une restriction sur le trading de l'or en Chine, c'est ce qu'il révèle sur l'état interne de l'économie chinoise elle-même. La Chine traverse une période de stress financier domestique significatif. Le secteur immobilier est en récession prolongée. Evergrande a été liquidé. Country Garden vacille. Les gouvernements locaux sont lourdement endettés. Et la déflation s'installe, ce qui est l'un des signaux macroéconomiques les plus dangereux qui soient, parce qu'elle crée une spirale de contraction de la demande. Dans ce contexte, le gouvernement chinois doit gérer des priorités multiples et parfois contradictoires. Soutenir le yuan, maintenir la croissance, gérer les flux de capitaux, et en même temps construire des réserves stratégiques. Quand ces objectifs entrent en tension, quelque chose doit céder. Et l'or, qui est à la fois une réserve de valeur et un actif de fuite, devient une variable d'ajustement sensible. Voilà ce que je veux que vous reteniez de ça. Quand une grande puissance économique commence à jouer avec ses règles sur l'or, ce n'est jamais un acte isolé. C'est toujours le symptôme d'une pression plus profonde. Et cette pression, aujourd'hui, elle vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Alors qu'est-ce que ça implique pour vous concrètement, pour votre stratégie d'investissement ? Premier point. Si vous êtes exposé à l'or via des ETF physiques comme le GLD ou l'IAU, le risque à court terme vient moins du fondamental que du sentiment. Une restriction chinoise peut déclencher une vague de ventes algorithmiques, une correction technique, même si les fondamentaux long terme restent intacts. Être préparé psychologiquement et financièrement à une volatilité accrue, c'est une nécessité. Deuxième point. Les mineurs aurifères, ces entreprises qui extraient l'or, ont historiquement amplifié les mouvements du métal, à la hausse comme à la baisse, dans un environnement d'incertitude sur la demande. Les marges des mineurs peuvent se comprimer rapidement. C'est un risque additionnel à intégrer dans votre analyse. Troisième point, et c'est peut-être le plus contre-intuitif. Si la Chine réduit sa demande d'or physique, même temporairement, et que ça crée une correction, ça pourrait créer une opportunité d'entrée pour des investisseurs qui ont la conviction sur le long terme. Parce que les moteurs structurels de l'or, la dédollarisation, les déficits budgétaires occidentaux massifs, l'inflation sous-jacente persistante, eux, ils ne disparaissent pas en quelques semaines. Mais là, je veux vraiment votre avis. Est-ce que vous pensez que cette décision chinoise est une opportunité d'achat sur l'or, ou est-ce que vous pensez que c'est un signal d'alarme qui préfigure quelque chose de plus négatif pour les marchés ? Dites-le en commentaire, vraiment, parce que les perspectives ici sont genuinement divisées même chez les professionnels. Maintenant, parlons de l'impact sur le dollar et sur les obligations américaines, parce que c'est là que ça touche directement l'économie de tous les jours. Les États-Unis regardent avec une attention particulière chaque mouvement de la Chine sur les réserves. Pourquoi ? Parce que la Chine est l'un des plus grands détenteurs de dettes américaines, de treasuries. Et depuis quelques années, Pékin vend progressivement ces treasuries et les remplace par de l'or. C'est documenté, c'est mesurable, c'est une tendance de fond. Si cette stratégie marque une pause, si la Chine réduit ses achats d'or sans nécessairement reprendre ses achats de treasuries, ça crée un vide. Ni vendeur net de dollars, ni acheteur net d'or. Un entre-deux qui dit quelque chose d'important sur l'incertitude de la stratégie financière chinoise, et cette incertitude, elle se transmet aux marchés obligataires américains sous la forme d'une prime de risque légèrement plus élevée. Les rendements des treasuries à 10 ans restent un baromètre critique. Tout ce qui affecte la demande étrangère pour ces obligations affecte leur rendement, et par ricochet, les taux hypothécaires, les taux de crédit aux entreprises et le coût de financement de la dette américaine elle-même. Le lien entre la politique aurifère chinoise et le coût de votre prêt immobilier est réel. Il est indirect, il est long, mais il est réel. C'est exactement pour ça que ce type d'événement ne peut pas être traité comme une anecdote géopolitique. C'est un nœud de connexion financière qui irrigue l'ensemble du système.
Et maintenant, on arrive au vrai cœur du sujet, celui que je voulais garder pour la fin, parce qu'il inverse tout ce que vous avez peut-être cru comprendre de cette situation. La panique américaine dont on parle dans le titre de cette vidéo, elle n'est pas une panique émotionnelle, c'est une panique de marché. C'est-à-dire que les acteurs institutionnels, les desks de trading des grandes banques, les hedge funds macro, les trésoriers des fonds souverains, se retrouvent face à un scénario qu'ils ont du mal à modéliser correctement. Parce que leurs modèles sont construits sur l'hypothèse d'un comportement chinois relativement prévisible sur l'or. Et là, cette prévisibilité est remise en question. Quand les modèles ne fonctionnent plus, les marchés deviennent temporairement irrationnels. Les corrélations habituelles se brisent, et c'est dans ces moments-là, précisément, que les investisseurs qui comprennent les fondamentaux prennent les décisions les plus importantes de leur carrière. Pas en réagissant à la peur, en lisant la structure. Les vrais gagnants de ce type de configuration, ce sont ceux qui ont une thèse claire, une conviction basée sur l'analyse et une tolérance au bruit à court terme. Ceux qui ne confondent pas volatilité et perte permanente de capital. Ceux qui savent que les grands mouvements de marché se construisent exactement dans ces moments de confusion apparente. Alors voilà ce que je vous laisse avec aujourd'hui. 2 scénarios possibles. Premier scénario, la restriction chinoise est temporaire et technique. L'or corrige de 5 à 10%, les mains faibles sortent, et dans 6 à 12 mois, on regarde cette période comme un point d'entrée qu'on aurait voulu saisir. Deuxième scénario, c'est le début d'une reconfiguration plus profonde des réserves chinoises, avec des implications durables sur la dynamique de l'or et sur les équilibres monétaires globaux. Et dans ce cas, les actifs à surveiller ne sont pas seulement l'or, mais aussi le cuivre, le lithium, les matières premières industrielles vers lesquelles Pékin pourrait arbitrer ses réserves stratégiques. Dans les 2 cas, rester spectateur passif n'est pas une option intelligente. La compréhension de ces dynamiques est précisément ce qui sépare un investisseur réactif d'un investisseur stratégique. Alors maintenant, une dernière question pour vous. Et je veux vraiment lire vos réponses en commentaire. Si vous deviez choisir aujourd'hui, dans ce contexte précis, est-ce que vous surpondériez l'or dans votre portefeuille? Est-ce que vous le sous-pondériez? Ou est-ce que vous attendez un signal de confirmation avant de bouger? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais votre raisonnement, lui, il dit beaucoup sur votre vision des marchés. Et c'est exactement ce type d'échange qu'on veut construire ici. Si cette analyse vous a apporté quelque chose de concret, quelque chose que vous ne trouvez pas dans les médias financiers traditionnels, abonnez-vous et activez la cloche. Parce qu'on continue à décrypter ces dynamiques avant que le grand public les comprenne. Et dans les marchés, le timing de l'information, c'est tout.